la théorie du genre 1, ça n'existe pas. C'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde le craint, mais personne ne l'a jamais vu. Ça n'existe pas. Cette pseudo-théorie du genre, vous l'avez dit vous-même, théorie du genre, ça n'existe pas, la théorie du genre, ça n'existe pas. Un petit peu plus. La théorie du genre n'existe pas, donc c'est encore un artefact intellectuel pour créer des polémiques. Ce qu'il faut faire, quand même, on commence à en parler. Mais parfois on parle de choses qui n'existent pas. Et voici un exemple de cet article de base et du site du centre de compétences. Une phrase du développement est la masturbation. Provoquer des réactions semblables à l'orgasme. Le comportement. Découverte de nouvelles régions du corps comme source de nouvelles sensations de plaisir. Manipulation répétée et délibérée de certaines parties du corps, également des organes génitaux. La découverte des rôles sexuels par le jeu, par exemple jouer à papa et à maman, ou à des familles avec deux mères ou deux pères, ou seulement un parent, des jeux amoureux, l'acte sexuel, ou au travers des jeux de docteur, aussi la découverte du corps de l'autre, la satisfaction de la curiosité naturelle. Parallèlement, l'organisation des jeunes socialistes proches de la pédophilie travaille sur un texte qui doit prendre position, dans lequel, d'après Tania Walliser, un nouveau rapport avec le sujet de la pédophilie est exigé. En plus, il y est demandé que les enfants de 10 à 12 ans doivent regarder des films porno au cours de l'éducation sexuelle. Il est vrai que cette demande a déclenché l'indignation au ministère de l'Éducation, mais la question est de savoir combien de temps cette indignation résistera à la JUSO. Au nom de l'enseignement sur le sida, les droits des enfants ou l'orientation sexuelle dans les écoles, de nouveaux moyens d'enseignement sont également en train d'être élaborés au niveau européen pour rendre obligatoires les explications sexuelles et la sexualisation précoce des enfants. Professeur Vogt, d'où vient soudainement cette idéologie de l'éducation sexuelle répandue au niveau international? A-t-elle pris forme du jour au lendemain? Non, elle a été introduite minutieusement et avec ténacité depuis 1939 par le chercheur en sexualité Alfred C. Kinsey des USA, sinon d'où? Si je me souviens bien, Alfred Kinsey a toujours été cité comme le plus important chercheur en sexualité du XXe siècle. Êtes-vous du même avis? Je ne l'honorerai pas comme étant le plus important sexologue. Dans les faits, il n'en est pas digne, pour différentes raisons encore à discuter. Mais certainement comme étant le facteur le plus influent de la formation de l'opinion sexuelle de la société. En tout cas, presque tous les nouveaux programmes de l'éducation sexuelle ont leurs racines dans les œuvres de Kinsey. Madame le docteur Onit, vous exercez en tant que médecin. De votre point de vue, lequel des nombreux théorèmes de Kinsey voudriez-vous analyser de plus près? C'est bien sûr sa façon de voir que toutes choses sont possibles. Kinsey a marqué cette soi-disant pensée moderne de sexe et de sexualité. Dans la pratique, il s'est avéré que c'est une pensée extrêmement dangereuse parce qu'elle a conduit à d'innombrables actions criminelles. Les principales œuvres de Kinsey le prouvent noir sur blanc. Il s'agit de rapports de Kinsey qui comportent 2 livres. Sexual Behavior of the Male, le comportement sexuel de l'homme. 2e livre, Sexual Behavior of the Female, le comportement sexuel de la femme. Avec ces ouvrages, le Dr Sex, comme on l'appelait, a effectivement marqué les pensées sexuelles de presque toute la Terre. C'est un homme dont la parole a du pouvoir sur les nations. C'est un homme dont les enseignements commencent à porter vraiment beaucoup de fruits de nos jours. Nos invités et quelques adaptations cinématographiques vont nous aider dans notre recherche. Au cours de sa vie, Kinsey a collectionné plus de 18 500 actes sexuels pour servir d'exemple avec prédilection pour les mineurs, pour les propager ensuite parmi le peuple. Le but ultime de Kinsey était la diversité sexuelle. Pourtant, il se nommait lui-même un chercheur conservatif. Mais le journal allemand Spiegel dévoila en 1997 l'incroyable vie de Kinsey. La biographie de Kinsey, écrite par l'historien James John, prouve que le sexologue Kinsey laissait libre cours à ses agissements homosexuels et sadomasochistes. Ce rapport sur Kinsey révèle qu'en tant que jeune dirigeant scout, il manifestait sans scrupule ses tendances voyeuristes et exhibitionnistes. Après que Kinsey, rempli de haine, eut quitté son foyer familial chrétien,
il a rassemblé des collaborateurs pour faire des recherches scientifiques sur le comportement sexuel des gens et avant tout des enfants mineurs. Chaque collaborateur devait mettre à la lumière sa vie et son comportement sexuel. Dans une pièce secrète de sa maison, Kinsey organisait régulièrement des jeux de sexe de groupe avec ses collaborateurs et des invités bien choisis. Il a même obligé sa femme à y participer. Kinsey a fait filmer des scènes homosexuelles, hétérosexuelles et sadomasochistes par une équipe de caméramans professionnels. Malgré la pression qui les rendait malades, ses collaborateurs ont participé parce qu'ils craignaient pour leur carrière. Des personnes étaient engagées chez Kinsey, comme Clyde Martin, un statisticien qui n'avait cependant aucune formation professionnelle. Malgré tout, il était responsable de toutes les données des analyses statistiques. Tout le projet était financé par la fondation Rockefeller. Par la suite, ceux-ci ont affirmé avoir exigé de façon répétée un statisticien professionnel, mais Kinsey restait inflexible. Kinsey lui-même souffrait d'un sadomasochisme extrême. Il paraît que de façon répétée, il pratiquait des manipulations violentes et extrêmement douloureuses sur ses organes génitaux. En plus de ses relations homosexuelles avec ses collaborateurs Pomeroy et Martin, il s'éclatait dans le milieu homosexuel de Chicago. Bien que Kinsey affirme avoir recueilli ses résultats de recherche sur la sexualisation parmi un grand public, en règle générale, il se limitait à questionner des prostituées, des homosexuels, des détenus, c'est-à-dire les gens du bas monde, comme il les appelait. Ainsi, on peut prouver que Kinsey était un imposteur des statistiques. Bien que les recherches de Kinsey sur la sexualité aient été initialement prévues pour être des cours préparatifs pour le mariage, cependant, des sujets comme la grossesse, la naissance et l'allaitement de l'enfant n'avaient trouvé aucune place dans ces études. Kinsey était un rebelle sexuel. C'était un homme qui abusait de son autorité professionnelle. C'était un enseignement manipulateur et agressif. Lorsque, dans les années 40, Kinsey a essayé de transmettre au grand public ses plus de 350 questions sur le comportement sexuel, il lui était très difficile d'atteindre des gens normaux. C'était beaucoup plus facile pour lui d'avoir des données de personnes qui vivaient de façon non conventionnelle. D'où a résulté l'image trompeuse que 95% des hommes américains seraient des délinquants sexuels. 69% seraient des clients habituels des prostituées. 37% auraient déjà eu des expériences homosexuelles poussées à l'extrême et 17% des fermiers auraient eu des rapports sexuels avec des animaux. Ce n'est qu'en 1981 que l'experte en médias, le docteur Judith Westman, a réussi à dévoiler les graves tromperies méthodiques dans les recherches de Kinsey. Ce qui était flagrant, c'était le fait qu'une grande partie des données de Kinsey provenaient de pédocriminels, c'est-à-dire de violenteurs d'enfants. Ce n'était donc pas la population qui avait été interrogée, mais des pédocriminels. Malgré tout, ce sont les œuvres de Kinsey qui, jusqu'à aujourd'hui et de par le monde entier, constituent la base essentielle et prétendument scientifique de la recherche en sexologie. Même l'écrit « Fondement de la pédagogie sexuelle et de l'école », sur lequel se base le plan d'enseignement numéro 21, sous le titre « École primaire », prétend que la description d'une phase de développement de l'enfant pendant laquelle la sexualité serait au repos, la phase latente, était à réfuter empiriquement. Empirique veut dire que des expérimentations le prouvent. Et c'est exactement sur les expérimentations de Kinsey que repose le plan d'enseignement numéro 21 et presque tous les autres programmes sur la sexualité de par le monde. La plupart des directeurs d'école n'ont aucune idée des bases de ces expérimentations. Je pense qu'à cet âge, on est jeune et que c'est simplement trop tôt. Franchement dit, c'est débile. Nous avons nous-mêmes 2 enfants. Le petit a 3 ans et le grand n'a même pas encore 5 ans. Je ne saurais vraiment pas ce qu'il devrait faire avec cela. Nous trouvons cela absolument pas correct. Je ne suis pas pour. J'espère que c'est une blague. Je ne trouve pas que ce soit une bonne chose. Et je pense qu'à 4 ans, que peut-on faire de ces choses? Cela ne leur apporte rien du tout.
Ce n'est même pas un sujet pour cet âge, non? Pour des enfants de 4 à 6 ans, l'école maternelle? Je dirais que c'est un peu tôt. À 4 ans, vous dites? Non, je trouve que ce n'est pas bien. 4 ans? À cet âge, on veut apprendre, jouer, être un enfant. Et puis, ils ont autre chose en tête. Je pense qu'il faut l'attitude pour. Et cela ne va vraiment pas. Non, je ne voudrais pas de ça. Il est beaucoup trop tôt pour avoir cette éducation. Je ne veux pas de ça. Je suis catégoriquement contre. À l'école maternelle déjà, je trouve cela très grave. Franchement, je trouve cela bête. C'est simplement trop tôt. Cela ne fait pas partie de l'enfant. Un enfant doit jouer dans la rue et ne pas penser à de telles choses. Je n'arrive pas du tout à m'imaginer cela. C'est tout à fait anormal, inhumain. Impossible. Justement, c'est très grave que peut-être par cette occasion, il y a des personnes qui s'excitent. Je n'avais même pas pensé à cela, mais c'est la pire chose que je peux m'imaginer. C'est effroyable d'entendre une chose pareille. D'une certaine façon, cela est assez insolite. De toute manière, cela n'est pas bon du tout. Si je devais envoyer mon enfant à l'école maternelle, en sachant cela, je me mettrais en colère. Je ne sais pas ce que je ferais. Mauvais, ce n'est pas bon. Pardon? Je trouve cela terrible. Non, je ne sais plus que penser. S'en prendre à un enfant qui ne peut peut-être même pas encore marcher? J'ai plus de parole. Je veux stress. Une étude pareille est complètement débile. Si je réfléchis normalement à ce sujet, alors je sais que tout cela, c'est de la connerie. Demandez voir aux parents qui ont des enfants comment un enfant se développe. On n'a pas besoin d'animer la sexualité d'un enfant. Dans le livre Sexual Behavior of Human Male, Kinsey déclare qu'il contient des données sur seulement 5300 hommes et adolescents blancs, alors qu'il possède des données de 6300 personnes masculines. Allen Wallis, un statisticien des plus renommés aux USA, a analysé cette affirmation et a abouti au résultat que le livre contient tout juste 4120 personnes. En plus, il manquait par exemple l'âge exact et l'orientation sexuelle des sujets d'expérimentation. Certes, Kinsey affirmait avec entêtement que ces données représentent la population générale américaine des années 40. Mais une recherche précise a relevé que le livre Sexual Behavior of the Male reflète juste les données de groupes de gens non représentatifs et en partie de groupes suspects et marginaux. Il y avait à peu près 1400 délinquants prisonniers de différents États US. Beaucoup d'entre eux étaient incarcérés pour cause d'abus sexuels sur des enfants. Le docteur Judith Reisman a estimé une participation approximative de 630 hommes homosexuels. Ensuite, on a trouvé 200 psychopathes sexuels. Et encore 329 délinquants qui étaient condamnés pour d'autres délits. Ensuite, encore au moins 317 enfants masculins de l'âge de 2 mois à 15 ans qui ont été abusés sexuellement, mais on soupçonne qu'il y en a eu beaucoup plus. Et encore 350 écoliers avec un comportement déviant. Et pour finir, il y avait encore un groupe de personnes criminelles que Kinsey déclare être du bas monde. Un cas évident de propagande mensongère, moyennant l'imposture des statistiques. Lorsque Kinsey fut critiqué de façon répétée à ce sujet, il dit « Ce point de vue se base sur la vieille fausse conclusion que les criminels sont différents du reste de la population. » Je trouve que cela n'est vraiment pas bon. C'est-à-dire que l'on prend des cas extrêmes pour en faire un principe. Justement, ceux qui ont fait du mal à des enfants ou à d'autres personnes à cause de ce sujet, ce sont eux que l'on a interrogés? Je ne sais pas si cela est judicieux ou si le thème est d'actualité. Moi, je suis prêt à organiser un soulèvement. Ça, je pourrais très bien le faire. Ce n'est pas seulement mon problème, c'est notre problème. Ce sont nos enfants. Ils seront la prochaine génération. Ce sera notre avenir. En tout cas, il faut réagir. Rester à la maison, regarder la télévision et dire « Oui, cela va s'arranger d'une façon ou d'une autre. » Non, cela ne s'arrangera pas. Il faut réagir assez tôt et entreprendre quelque chose pour ne pas en arriver là. Tout simplement refuser.